Oui, alors je m'appelle Marc Boiron, j'ai 76 ans, je suis né à Saint-Étienne. Ma profession, j'ai été beaucoup commerçant, magasin, et puis après j'ai été dans l'immobilier pendant de nombreuses années, à titre indépendant. J'ai été cadre à un moment donné de ma vie, mais relativement peu, à Paris, où je suis resté 4-5 ans. Mais sinon, j'ai toujours travaillé sur Saint-Étienne et sa région. Voilà. D'accord. J'ai peu d'acquaintances, je ne connais pas grand-chose à la mine, mais ça a toujours été un milieu qui m'a intéressé. Pour différentes raisons, mon père était, donc comme je l'ai dit, médecin intervenant, hein. Il n'était pas médecin de la mine, hein. Il était médecin intervenant en tant que gynécologue, auprès de, surtout au niveau des puits de la Talaudière, d'après mes souvenirs. Mon père est né en 1911, donc c'est pas, il était déjà âgé. Il a posé sa plaque tout à fait de médecin indépendant tout à fait à la fin de la guerre, peut-être un petit peu avant, 43-44 je crois. Et puis moi je suis né donc en 49. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a amené à la mine? J'aurais pensé, c'est Madame Rigaud, Marie-Lou Rigaud, qui m'a un jour interpellé en me disant ça t'intéresse? Je dis bah pourquoi pas. Puis de fil en aiguille, je me suis intéressé et puis je suis rentré un peu comme ami il y a 4-5 ans, maintenant je ne me rappelle plus exactement, en tant que dans cette association. Et puis j'ai trouvé de l'intérêt, donc j'y suis plus ou moins présent. Qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à la mine? Je dis mon père d'abord, et puis des souvenirs d'enfance, hein, où l'univers du charbon était présent dans ma vie et dans mon enfance. Pourquoi? Ben parce que d'abord, euh, famille bourgeoise, hein, moi, hein, j'ai pas peur de le dire, famille bourgeoise, donc on avait une immense charbonnière dans la cuisine. On descendait pas la cave, comme beaucoup, pour aller chercher le charbon. On avait une énorme charbonnière qui devait faire, je sais pas, 5-6 mètres de long sur 1 mètre de profondeur. Et on était livrés régulièrement. Et de voir ces hommes avec tout de noir qui portaient sur leur dos des sacs de 50 kilos, ça m'impressionnait. Ça me faisait en même temps, quand j'étais tout gamin, dans les années 50, tout à fait un peu peur. Et en même temps, je me mettais à leur place, je me disais, mon Dieu, quel travail. Voilà, alors ça c'est une anecdote. Mon père nous racontait aussi des anecdotes par rapport à sa clientèle d'ouvriers, alors ouvriers, mineurs, je ne sais pas trop, mais enfin, de toute façon, des gens qui étaient quand même qui étaient quand même de petites conditions. Il a été longtemps médecin chef à la maison maternelle aussi. Donc la maison maternelle, c'était une maison où, vous avez peut-être pas vu, enfin, pour ceux qui ont connu, c'était une maison où principalement venaient les femmes de petites conditions, ou ce qu'on appelait aussi les filles mères à l'époque. Donc mon père s'en occupait beaucoup. Et puis ma mère était très intervenante aussi dans une association qui s'appelait l'aide aux mères. Donc elle devait intervenir sur plusieurs plans et on en parlait. Voilà. Alors, il y a ça, et puis le fait aussi que j'étais un élève fort moyen, et quand je me faisais enguirlander, mon père me disait tu vas finir à la mine. Donc, oulala, ça prenait des proportions. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai vécu d'une façon enfin, moi je me rappelle très très bien, j'avais que 7 ans, hein, 7-8 ans, l'hiver 56, qui n'est pas l'hiver 54. L'hiver 54, donc c'est l'intervention de l'abbé Pierre, mais l'hiver 56 est considéré comme un hiver encore beaucoup plus difficile et rude que l'hiver 54. Hein. Donc l'hiver 56, je me rappelle très très bien, parce que j'allais à l'école entre des congères, ici à Saint-Étienne, sur la rue Gérantais notamment, il y avait des congères, je me rappelle, à hauteur de, je sais pas, peut-être d'1,50 m entre les arcades de la rue Gérantais. Et ma mère s'occupait beaucoup
des femmes qui étaient dans le besoin. Donc, on allait au marais. Et on servait un petit peu, ma mère se servait de nous un peu comme protection. Elle venait avec ses enfants, donc elle avait moins peur, si vous voulez, à se confronter à la misère, parce que c'était quand même des bidonvilles qu'il y avait là-bas. Hein. Faut pas avoir peur de le dire, c'était des bidonvilles. Donc on allait là-bas, on voyait des femmes, qui étaient souvent, je présume, des femmes de mineurs, et c'était quelque chose où on allait régulièrement porter des couvertures, de la nourriture, que sais-je, moi, tout un tas de choses dont les femmes avaient besoin. C'était quand même une condition très précaire. Et ça aussi, ça a été un des moteurs, si vous voulez, qui a fait que je me suis intéressé à la mine. Et puis, on avait un appartement qui était proche de la place Badouillère, et dont les fenêtres donnaient, en façade sur la Grande Rue, directement sur le Puy Couriot. Donc je voyais ça, je voyais le musée aussi d'art et d'industrie, directement. Donc, oulala, c'était un monde, si vous voulez, qui m'interpellait. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, du pourquoi. Hein. Mon père raconte quelques anecdotes sur la vie de ces femmes et de son travail. Il n'était pas causant, mon père. C'était un homme qui était... D'ailleurs, Marie-Lou Rigaud l'a eu comme prof. Elle était infirmière, elle l'a eu comme prof. Elle disait que c'était quelqu'un qui lui faisait... sur lequel il y avait énormément de retenue. Donc on a eu une éducation qui était très rigide. Hein. Très, très rigide. Par contre, il laissait échapper de temps en temps des anecdotes, alors on était très à l'écoute. Il fallait qu'on se taise quand on mangeait, il fallait qu'on se taise quand on... Hein, tout, c'était une vie comme ça. Hein. Et quand il racontait quelque chose, ben on était quand même à l'écouter. Il racontait une fois, je vais raconter une anecdote, parce que c'est une anecdote que vous couperez hein, éventuellement, c'est pas, vous verrez bien ce que vous en faites. Hein. Mais il part avec son vélo dans les années 40, 44, enfin, des années 40, enfin avant la fin de la guerre, hein, dans les années 43, 44, 45, j'en sais rien, je n'étais pas né. Hein. Et il va avec son vélo sur la Talaudière, bon, et il raconte qu'il voit une femme en train de faire son jardin. Alors, Madame Tartampion, je ne sais pas comment elle s'appelait, on l'appellera comme on veut, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire votre jardin, que vous êtes en fin de grossesse, qu'il faut que vous vous reposiez, et il est hors de question que vous que vous fassiez des exercices physiques comme ça, allez vous reposer, c'est pas le moment de bêcher, en gros. Voilà, bon. Et puis il part faire ses affaires, il repart chez lui, le lendemain il repasse, et il revoit la même dame. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Ah, mais vous inquiétez pas, docteur, hein. J'ai bien retenu ce que vous m'avez dit, mais de toute façon, la petite est née, elle est dans son berceau, donc c'est pour ça que je peux retravailler. Le lendemain de l'accouchement, elle avait accouché dans la nuit, alors c'était des anecdotes comme ça, qui sont assez révélatrices de ce que devait être la vie tout de suite après-guerre, dans les années 50. Hein. Je dis, il n'avait pas à l'époque, beaucoup de médecins avaient leur clinique, il n'avait pas de clinique, mon père. Mon père travaillait sur la maison maternelle principalement. Il ne travaillait pas à l'hôpital. La maison maternelle ne dépendait pas de l'hôpital à l'époque. C'était, comment il s'appelle, la mère de Pinet qui avait monté cette clinique, cette maison. Donc voilà, il travaillait là, puis il travaillait à Michelet, il travaillait à Wilson, il travaillait dans d'autres cliniques, mais il n'avait pas de clinique personnelle, non. Moi, alors on était, je vous dis, un grand appartement, puisque quand j'étais gamin, il y avait mon père, ma mère, nous étions 5 enfants, 6 à partir de 1959, le petit dernier est arrivé un peu plus tard. Donc, et ma grand-mère paternelle était ce qu'on appelait paralytique à l'époque, c'est-à-dire elle avait une sclérose en plaques, mais ça ne se soignait pas comme maintenant. Et donc, je l'ai connue, moi elle est morte en 59, je l'ai connue toujours au lit. Donc il y avait ma grand-mère il y avait sa garde-malade qui était à demeure, il y avait mon père, ma mère, nous 5 dans un premier temps. L'employé de maison, ce qu'on appelait une bonne à tout faire à l'époque, qui était là à demeure aussi, qui avait sa chambre. Et puis, quand il y avait des trucs, donc c'était une vie de notable de l'époque.
à l'époque. Hein. Après, moi, j'ai eu une vie tout à fait ordinaire et tout à fait classique, sans aucune particularité, tout à fait bien. Je n'ai pas de rapport particulier par rapport à la mine, ça n'est, si vous voulez, comme je vous le disais, ça n'est que par l'image que j'en ai et par l'imprégnation qu'elle a eue sur mon ressenti personnel. C'est pas par rapport... Je me suis occupé longtemps, si vous voulez, j'ai fait partie d'une association qui s'est occupée pendant des années, j'ai dû rester une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, à la maison d'arrêt de la Talaudière. Donc j'avais rien à voir avec la prison non plus. Vous voyez, je me suis occupé pendant des années d'une association qui s'appelait le Relais Enfants-Parents et qui était la mise si vous voulez, la mise en relation des détenus avec leurs enfants en bas âge. C'est une association comme ça. Hein. Bon, mais cette association-là, j'y suis resté, j'avais rien à voir avec le milieu carcéral. Et pourtant, je me suis beaucoup occupé, parce que je faisais même de l'intervention sur le thème de la parentalité, je m'en suis beaucoup occupé. Donc la mine, c'est pas quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a fait dire, bon, ben voilà, qui a eu une résonance par rapport à encore une fois, ce que j'étais quand j'étais gamin, de ce que je voyais, et puis c'est tout. Mon père était quelqu'un de très très distant, mais il était adoré des gens, enfin pour ce que j'en sais, hein, il a dû avoir ses échecs comme tout le monde, hein, mais il était sociablement très, très ouvert. Ma mère aussi était très, 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 très comme ça. Elle s'imprégnait, si vous voulez. Elle serait maintenant, elle serait de toutes les associations de Coluche ou d'autres. Hein. Donc ça a probablement eu une petite incidence sur l'intérêt que j'avais à m'occuper un peu de ça. Quoi. La mine m'a interpellé pour ça. Mais je suis certainement moins imprégné et moins concerné par la mine que beaucoup de fils de mineurs qui ont vécu ça d'une façon. Non. On est allé mercredi dernier sur la cité Beaulieu, qui était la cité des mineurs polonais, hein, à Firminy, là-bas, enfin à Roche-la-Molière, pardon. Pour moi, si vous voulez, j'ai découvert pratiquement. J'y étais allé une fois ou deux, mais j'ai découvert. Alors la Sainte-Barbe, c'est comme tout. C'est comme tout, c'est-à-dire que c'est la sainte patronne des mineurs. Donc c'est la sainte patronne comme... je suis d'une culture catholique, moi, hein, même si je ne suis pas trop pratiquant, ça n'a rien à voir. Mais ma culture est catholique. Et donc, si vous voulez, les saints patrons représentent quelque chose. Ça ne va pas plus loin pour moi. C'est la sainte patronne des mineurs, elle est respectée, elle doit être non seulement respectée, mais elle doit être, comment dirais-je, je cherche mes mots, bon, mais c'est tout. C'est pas... si vous voulez, c'est des... Je connais même pas tellement, si vous voulez, sa vie, Sainte-Barbe. Non, je suis pas disons que, bien sûr que non seulement elle doit être respectée, elle doit être, même plus que ça, priée, elle doit être un recours. Je comprends qu'elle puisse être un recours, comme le sont d'autres saints pour d'autres. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Elle doit être priée, et je comprends tout à fait qu'elle soit au centre de la... Parce qu'on a besoin d'avoir une puissance supérieure un petit peu de temps en temps, auquel s'adresser.